السلام عليكم bonsoir. Azul Flaouen, مرحبا بكم. Donc, Microscope de ce soir, le 25 septembre sur Al-Maghribia. Nous allons avec nos invités en revenir à l'actualité politique en Algérie. Et bien sûr, en prime, c'est la situation sécuritaire en Algérie et aussi la sécurité enfin l'information sur je sais pas quoi dire, est-ce que c'est la fugue, c'est la disparition, c'est l'arrestation, personne ne sait ce qui se passe avec Nasser al-Jinn, le général Abdelkader Haddad. Il a été arrêté, il s'est rendu, il le traque toujours, et il est en Algérie, il est en Espagne. Donc, beaucoup de rumeurs sur cette affaire, mais aucune information officielle. Nous allons donc revenir à ce qui a été rapporté aujourd'hui dans la presse espagnole. Voilà, c'est cette dernière version qui semble la plus plausible depuis que le site espagnol El Confidencial a publié un article assurant que le général Abdelkader Haddad, alias Nasser al-Jinn, est arrivé sur la Costa Blanca dans la région d'Alicante avec des migrants. Alors, donc, à Harag. Il se serait alors présenté aux autorités locales, expliquant qu'il était et assurant qui il était et assurant qu'il avait pris la décision de fuir l'Algérie de peur d'être assassiné. Voilà, oui, c'est ce qu'il a dit. Et que sa mort serait ou soit présentée comme un suicide. El Confidencial assure que les autorités espagnoles lui ont confirmé l'arrivée de l'officier algérien. Du côté algérien, Mazel, donc on parle depuis sa disparition de blackout surtout, imposé à la presse algérienne, ainsi que quelques rumeurs sur son arrestation, des rumeurs qui sont répandues sur les réseaux sociaux, bien sûr par les youtubeurs ou les facebookers. Voilà, nous allons donc revenir à cette histoire, et bien sûr nous allons revenir à cette opération qui a été donc à Tébessa, là où on a donc assassiné ou tué, voilà, six terroristes. On parle de terrorisme, on parle de 6 terroristes, mais bon, les Algériens se posent la question sur l'identité de ces terroristes, qui sont-ils, d'où ils viennent, que revendiquent-ils, appartiennent à quel groupe terroriste. Donc, plein de questions sur cette question aussi. Nous allons poser toutes ces questions à nos invités. Avec moi, je pense, Lies Djibaili. Lies Djibaili, militant politique, voilà, est avec nous. Bonsoir, Lies. Bonsoir, Nasser, merci pour l'invitation. Et je salue votre invité et l'équipe El Maghribia qui assure la couverture. Merci. Merci, Atik Saha. Alors, nous avons invité, il n'est pas encore là, je pense, c'est Omar El Mokhtar. Non, Mazel, il n'est pas encore avec nous, Omar El Mokhtar. Yes, Djibaili. Alors, nous allons commencer avec cette histoire de Nasser al-Jinn, la disparition. Non, il est en Algérie, plein de questions, beaucoup de doutes, d'opacité. Yes, Djibaili. Encore, merci Tanmirt, Monsieur Hossein Ghasmi, d'avoir écorché, Ismaili. Eh bien, écoutez, au fait, l'Algérie vit entre les mains des clans. L'Algérie, elle est gérée par des clans. L'Algérie n'est pas gérée dans le cadre constitutionnel. L'Algérie n'est pas gérée au cœur des institutions. L'Algérie est gérée en dehors des institutions. Je m'explique, hein. Donc, le cas de l'ancien patron des services de la Direction générale de la sécurité intérieure, c'est un secteur très, très, très sensible. Donc, c'est pas nouveau pour nous. Rappelez-vous, en 2015, c'était le général, le maître du DRS, hein, c'était le général Medine Toufir, qui a régné 25 ans et qui a été débarqué en 2015, poursuivi, après remis en justice, après libéré. Et dernièrement, l'ancien patron du général Hassan, qui est passé des honneurs à la prison, puis après un retour spectaculaire à la tête
de la Direction générale de la sécurité intérieure qui a remplacé désormais l'ancien patron Abdelkader Haddad. Donc vous voyez que tout ce qu'on assiste, c'est des règlements de compte, c'est celui qui est le plus puissant, celui qui passe. Tous les ministres que vous avez vus, tout le gouvernement qui a été nommé, soi-disant qui a été nommé par Tebboune, ce n'est pas Tebboune qui nomme et qui désigne, c'est les clans qui désignent leurs ministres. Donc l'Algérie, elle est gérée de la sorte. Les ministres sont gérés et sont nommés par les clans selon les affinités. Et là, on assiste à une évasion ou pseudo-évasion. Moi, j'étais parmi ceux et celles qui ne croyaient pas. Et finalement, ça a été confirmé par un document, par journal espagnol. Ça veut dire que Nasser el-Jinn, il a pris la fuite. Comment il a pris la fuite? C'est ça la question. Parce qu'il a été démis ou limogé de ses fonctions en mai 2025, alors que c'était proche de Tebboune, alors c'était un soutien indéfectible pour le deuxième mandat de Tebboune. Il s'est retrouvé dehors, on ne sait pas pour quelle raison. Après, on l'a mis dans une prison, après, on l'a envoyé à Béchar, après, il est revenu à Alger. Mais comment il est arrivé à quitter le pays de façon harag, hein? Forcément, il doit y avoir… Lies, est-ce qu'il a vraiment quitté le pays? C'est aussi une question d'actualité. Moi, je regarde sur les réseaux. Les Algériens ne savent plus qui croire. Surtout que quand on voit le journaliste qui a écrit cet article, il est très proche, d'un clan, de plusieurs clans à Alger. Donc, il y a trop de flou dans cette histoire. Est-ce qu'on croit cet Espagnol? Est-ce qu'on croit les youtubeurs algériens? Est-ce qu'on croit les quelques sources qui sont à Alger qui disent non, il est toujours ici, quelque part? En fait, on est en train d'analyser sur du spéculatif, finalement. C'est-à-dire comment un général, comme un patron de la Direction générale de la sécurité intérieure, comment il arrive à quitter le pays avec tant de facilité? Est-ce que forcément il a été aidé? Et comment il quitte? Il arrive sur les côtes espagnoles. Et comment il est arrivé sur les côtes espagnoles? Forcément, pas de façon par un moyen de communication ou par un moyen de transport régulier. Est-ce qu'il a pris le botté? Est-ce qu'il était un harag? C'est un scénario digne d'Alfred Hitchcock. Personnellement, j'ai du mal à croire. Maintenant, comme vous venez de le dire, Houssine, ce truc espagnol, est-ce qu'il n'a pas été activé par un des clans pour encore semer le doute et pour encore semer la zizanie, pour que tous les regards soient détournés sur cette affaire, alors que l'important est ailleurs? Et c'est ça la question. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas avant? Et pourquoi apparemment qu'Alger a été le 18 et le 19 septembre complètement quadrillé, les unités de l'armée, certains quartiers ont été fermés. Que se passe-t-il? Est-ce que c'est vrai ou pas? On ne sait pas comment analyser finalement. Est-ce qu'il a pris la fuite ou pas? S'il a pris la fuite, c'est dangereux pour la sécurité du pays. Forcément, on le considère comme la boîte noire ou la boîte à secret. Forcément, il a dû prendre des documents ultra sensibles pour essayer de monnayer, Houssine, hein, des généraux comme ça, quand ils prennent la fuite, c'est pour monnayer forcément, parce qu'ils ont des… Il y a des sources algériennes, des médias, hein, pour ne pas les citer, qui parlent d'une clé USB, qu'il aurait pris avec lui, une clé USB, des informations, etc. Donc oui, c'est vrai, il y a tout ça, mais pourquoi il y a tout ça, Lies Jubaili? C'est peut-être parce qu'il n'y a pas de la communication officielle. Je ne sais pas. Oui, Houssine, le point cardinal du problème, le nœud même, qui n'a pas été résolu, c'est la communication. Il n'y a pas de communication officielle. Il n'y a pas de communication officielle. Il n'y a pas un communiqué du ministère de la Défense. Il n'y a pas un communiqué du porte-parole.
Donc, il n'y a pas une communication qui est fluide. C'est-à-dire, on laisse les réseaux sociaux, c'est eux qui diffusent, on laisse les youtubeurs, c'est eux qui donnent l'information, c'est Sifawi qui a donné l'information, c'est Bensdera qui a donné l'information, ce sont les réseaux sociaux qui ont donné l'information. Après, ça a été repris par une certaine presse marocaine du web. Donc, forcément, c'est des informations ou des bribes d'informations qui sont relayées de gauche à droite. Forcément, si Sifawi, s'il a donné cette information, est-ce qu'on lui a donné l'information? Est-ce qu'il a reçu la crédibilité de l'information? Bensdera aussi, certaines presses marocaines aussi, les réseaux sociaux. Mais si on veut mettre fin, si vraiment les autorités algériennes ou le pouvoir algérien veut mettre fin à ces rumeurs, c'est un communiqué officiel. Un communiqué officiel. Non, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de communiqué officiel. On parle de traque, on parle d'arrestation, on parle d'arrêt. Par contre, Alias Jubaili, si on croit vraiment cette source espagnole, c'est que ce que Nasser al-Jinn Abdelkader Haddad aurait déclaré aux autorités espagnoles, il a expliqué avoir pris cette décision parce qu'il avait appris qu'il allait être assassiné avant de comparaître devant le juge. Sa mort aurait alors été présentée comme un suicide. C'est grave quand même comme déclaration. Si, bien sûr, toujours dans le conditionnel. Mais est-ce que dans le conditionnel, est-ce que Tawfiq il a été assassiné quand on l'a mis en prison? Est-ce que le général Hassan qui est passé par la case prison, il y a certains généraux qui ont passé par la case prison. Moi, je me pose la question, il y a combien de généraux qui ont perdu et qui ont été neutralisés, qui ont été jetés en prison? Ben Hadid, aussi, il a été jeté en prison, après il a été libéré, après réhabilité. Donc, après, est-ce que c'est une façon de dire, attention, je risque l'assassinat? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que les autorités algériennes ont l'intention de l'assassiner? Est-ce que, oui, moi personnellement, je ne pense pas. Enfin, après, je ne sais pas pourquoi l'assassiner, le neutraliser, le laisser mourir en prison que de l'assassiner. Généralement. Yes, justement pour sortir de tout cette, c'est vrai qu'ils nous ont mis dans une situation. Mais justement, Yes, pourquoi vouloir mettre tout un peuple dans cette folie de rumeurs? C'est que le pays, au fait, tout est géré sur les rumeurs. Une rumeur, quand elle sort, une rumeur, elle attire l'attention. Les réseaux sociaux il y a des manipulateurs de masse aussi quelque part dans les services secrets. Il y a des manipulateurs de masse, forcément. Il y a des clans qui activent, qui ont des relais pour mettre la zizanie. Le clan? Est-ce que c'est le clan contre Tebboune? Est-ce que le clan contre Chengriha? Est-ce que le duo Chengriha-Tebboune résiste à ce clan? Est-ce que ça arrange le président de la République ou Chengriha? Est-ce que ça arrange d'autres clans? Il n'en demeure pas moins. Il a été démis de ses fonctions. Ça veut dire que c'est fini, que sa mission est bel et bien terminée. Il a été démis de ses fonctions. On l'a mis en prison. On l'a mis en résidence surveillée. Est-ce que le fait de le mettre en résidence surveillée, ça veut dire qu'on va l'assassiner? Personnellement, je pense que non, Houssine. Soyons un peu sérieux. Je ne pense pas. Ils peuvent le laisser, ils peuvent le condamner. Le tribunal militaire de Blida peut le condamner à 15 ans, 20 ans, 30 ans de prison. Je dirais pas travaux forcés, mais quasiment 20 ans, 30 ans, ou à réclusion perpétuelle en lui trouvant tous les maux de la terre, disant qu'il était en relation avec une entreprise terroriste ou ceci, où il a mis en sécurité, il a mis en danger la sécurité de l'État, où il a dévoilé des secrets sensibles de l'État, étant donné son poste, parce qu'il est patron de la Direction générale de la sécurité intérieure, c'est-à-dire le laisser mourir. Hein. Ils sont capables de laisser mourir en prison, c'est la mort un petit peu, que de l'assassiner de façon brutale comme ça, et ça se retourne contre eux. Donc ils sont très malins, comment ils gèrent même la mort, même pour mettre fin à la vie d'une personne. Je ne pense pas qu'ils étaient sur le point de l'assassiner.
forcément, je dis forcément, si on met ça au conditionnel, si on croit ce document, ce journal espagnol, je ne sais pas, il est géré par qui d'abord, Hossein, il faut savoir il est géré par qui. Est-ce que c'est quoi son passé? Est-ce qu'il a été activé? Est-ce qu'il a été monnayé pour donner ce genre d'informations? Si vraiment il était en Espagne disant que voilà, je voulais regagner l'Espagne, peut-être il a des attaches familiales en Espagne, on ne va pas rentrer dans sa vie privée. Est-ce qu'il savait qu'il aura, je veux dire, le refuge en Espagne, en dévoilant, en disant attention, je risque d'être jugé et puis assassiné. Mais il y a certaines sources aussi, Hossein, et il faut le dire, certaines sources que j'ai lues sur Facebook qui dit qu'il a essuyé 2 refus. Gentil. Il a reçu le refus du Maroc et le refus de l'Espagne. Est-ce que l'Espagne va l'accepter, sachant que c'est une personne qui occupait un poste très important dans les services secrets algériens? Est-ce qu'elle va l'accepter? Est-ce que l'Espagne beaucoup de choses liées ont été dites justement sur les réseaux, etc. On parle de ça justement. Pourquoi cette opacité? Pourquoi aller dans des rumeurs comme ça pour gérer une affaire aussi sensible que celle du général Haddad? Par contre, ce même article espagnol, Lies Jubaili, fait référence à l'article publié par Farid Alinet dans Le Point, dont il dit que voilà, le fait qu'elle a commencé à enquêter sur la corruption et le trafic impliquant des proches et collaborateurs du président, ces enquêtes ont-elles menacé des carrières et intérêts des plus puissants? S'interroge donc ce journaliste. Mais moi, je ne peux accepter cette théorie ou ces informations parce que le critère de gouvernance au sommet de l'État s'appuie sur la corruption. Parce que les clans, s'ils survivent, c'est en fonction de la corruption. C'est parce que s'ils achètent la paix sociale, c'est la corruption. C'est parce que s'ils sont toujours en vie, c'est la corruption. Donc la corruption fait partie du mode de gouvernance, malheureusement, de notre pays. La corruption l'a gangréné tous les rouages des institutions, que ce soit dans l'exécutif, Hossein, ou dans le judiciaire, ou dans le législatif. La corruption fait partie du quotidien de l'Algérie. Et voilà, donc maintenant, soi-disant que certains membres de la famille de tel ou de tel général ou de tel président, de tel ministre, mais est-ce que lui-même, Nasser Jeni, n'est pas impliqué dans la corruption? Forcément, ils ont tous la main entachée par la corruption. Donc, la corruption est un plat qui est partagé par tout le monde. Donc, il n'y a pas un clan qui est en dehors de la corruption. Donc, dire que tel le fils ou la fille de tel ceci ou tel cela, de tel ministre ou de tel général ou de tel colonel ou de tel président est impliqué dans des affaires, tout le monde le sait. On ne sait pas, on peut pas savoir du vrai, du juste forcément. Donc, ça ne tient pas debout parce que la corruption, voilà. Après aussi, tant qu'on n'a pas vu, tant qu'il n'y a pas une source crédible qui montre l'ampleur de cette corruption, l'implication restant terre à terre, et puis voilà, c'est tout. Merci, Lies. Nous passer peut-être, enfin, on n'arrive pas à joindre Omar Aït Mokhtar, donc nous allons être rejoints par un autre invité d'ici peu. Lies Jubaili. Nous allons passer au deuxième sujet. L'Algérie, donc, 6 islamistes armés tués, abattus dans une opération de l'armée à Tébissa. Nous allons regarder cette vidéo. نقدم لكم تهاني الخالصة وتهاني كذلك رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني الذي يهنيكم ويشكركم كل الشكر ويتمنى لكم كل الصحة والنجاح
في مواصلة مهامكم في الدفاع على الجزائر الحبيبة. Yes, Jubaïdi. Alors, ces terroristes abattus donc dans l'extrême est du pays, ça, beaucoup de critiques, d'observations aussi, yes, Jubaïdi, par rapport à cette opération, parce que les gens ont pris l'habitude de voir à la télévision algérienne, dans le discours officiel, et d'Abdelmajid Tebboune et de Chenguereha, comme quoi le terrorisme est fini. Mais si terroristes liés, c'est pas quand même, c'est pas rien. Tout d'abord, Houssine, une rumeur aussi, attention, on va la prendre au conditionnel, est-ce que c'est vrai ou pas? Moi, j'ai vu que j'ai lu comme tout le monde, hein, que le directeur, dans certains journaux aussi, qui véhiculent cette information, que le directeur, le patron de la direction centrale de la sécurité des armées, des CSA, au fait, qui a été démis de ses fonctions et en prison. Mais on le voit bien derrière Chenguereha, on le voit bien. Celui qui est derrière lui, avec une casquette, avec une... enfin, c'est un commandant, c'est pas un général. Hein. Je ne sais pas si c'est un commandant ou général. En tout cas, c'est le patron de la direction centrale de la sécurité de l'armée. On a vu il disait qu'il a été démis de ses fonctions, ou en prison, ou arrêté, mais on le voit derrière Chenguereha. Ça aussi, ça interpelle aussi. Pourquoi Saïd Chenguereha, il a pris la parole avec un parterre de militaires de haut rang, et surtout, si vous avez remarqué, la vision était, enfin le cadrage était orienté sur le directeur, sur le patron de la direction centrale de la sécurité de l'armée. Alors, on nous dit qu'il a été arrêté et maintenant, il est libre de ses mouvements et derrière le général Saïd Chenguereha. Deuxièmement, on nous parle que ces 6 terroristes abattus. Je pense que tout le monde sait que même le terrorisme résiduel n'existe plus en Algérie. Peut-être je ne sais pas de quel courant, ils travaillent pour qui, on les a pas vus. Ça veut dire, s'il y a le terrorisme qui existe toujours, ça veut dire que l'armée n'a pas fait encore son travail. Depuis combien d'années maintenant on nous parle, nous avons abattu, nous avons abattu, nous avons abattu, nous avons abattu. C'est qui ces 6 personnes? Depuis quand? Ils sont venus comment? On n'a pas vu leurs photos, on n'a pas vu leurs armes saisies. Ils n'ont pas donné l'identité de ces 6 terroristes, pseudo-terroristes aux terroristes. Pourquoi ça? La question. Nous avons vu des vidéos. Hein. Au contraire, l'UATV a montré les vidéos donc, de ces 6 personnes et même beaucoup de critiques là-dessus parce qu'ils ont montré les visages. Et c'est interdit normalement, mais l'arabe n'a pas réagi par rapport à ces images. Donc, ils ont montré des images. Alors, s'ils ont montré les images, ok. Donc, en fait, c'est pas le sujet central montrer les visages. Vous savez, ça peut être des dahdouh, comme on a assisté à ce genre d'événements. On montre le visage, les dahdouh, c'est celui-ci qui a été accusé, ceci, cela. Mais la question, pourquoi le timing en même temps, c'est-à-dire la fuite ou la traque de Nasser el-Jinn, en même temps 6 terroristes qui ont été abattus à côté de ça. Pourquoi tout le temps, en fait, on est tout le temps cette fièvre sécuritaire qui s'installe en Algérie? Pourquoi le pays n'est pas sur de bons rails, entre guillemets? Pourquoi à chaque fois on nous sort l'étendard de la peur? Quand on dit qu'il y a des terroristes, ça veut dire que l'armée est toujours là. Ça veut dire sans l'armée, le pays risque de s'effondrer. C'est vrai. Moi, je reconnais que l'armée, elle peut avoir. C'est pas que je reconnais, c'est vrai. Là, le rôle de l'armée, c'est sécuriser le pays des biens. Mais pourquoi à chaque fois on nous sort cet étendard? Peut-être même si. Je reviens, Alias. Nous allons revenir à cette question. Nous sommes rejoints par Karim Bouzid, journaliste militant politique. Karim Bouzid, bonsoir.
Bonsoir, très cher ami. Bonsoir, cher ami Lies. Et bonsoir à tout le monde, ainsi qu'à l'équipe technique. Merci. Alors, Karim, nous avons commencé par cet article de El Confidencial espagnol qui revient donc sur l'histoire de Nasser al-Jinn et voilà, donc qui sont donc voilà en Espagne, à Alicante en ce moment même. Beaucoup de choses ont été dites, Karim, sur cette histoire. Il a été arrêté, il s'est rendu, il le traque toujours, il est toujours en Algérie. Il y a à Boumerdès, il y a à Alicante, enfin, il y a trop de rumeurs sur cette question. Karim Bouzid, qu'en pensez-vous? Je pense que M. Lies Bailey a très bien contextualisé les deux événements qui ne sont pas déliés, au contraire, ils sont intimement liés à ce qui se passe en Algérie, à la stratégie du pouvoir, à vouloir justement différer le débat national, le débat politique sur la question essentielle de la démocratisation de la vie politique pour justement nous tirer vers le bas sur des questions qui ne relèvent pas d'une importance capitale pour notre pays, qui relèvent d'un débat d'arrière-garde, qui nous renseigne, il est vrai, sur une fracture et une lutte de clans qui n'apporte rien au peuple algérien, ni aux perspectives d'avenir pour la nation algérienne. Maintenant, ce n'est un secret pour personne qu'effectivement, le pouvoir est scindé en factions, que ces factions, ces clans sont en continuel combat. Qui va prendre le dessus sur qui? La fuite de la personne générale en fuite en elle-même n'est pas importante, si ce n'est la position qu'il occupe dans la pyramide de cette junte militaire et de tous les services qu'il a rendus à Toulouse à un moment très difficile de son second mandat. Mais aujourd'hui, le véritable enjeu il concerne la gouvernance, la démocratisation de la vie politique et la mainmise de la junte militaire, la militarisation en Algérie, ainsi que le virage politique. Aujourd'hui, nous imposer un débat d'arrière-garde ne fait pas avancer le combat pour une Algérie démocratique, moderne, ouverte et capable de prendre en charge les aspirations populaires. Ceci dit, il est clair que le camouflet est subi sur le plan médiatique du mois, puisqu'il y a des révélations de la part de médias sérieux, objectifs, connus pour leur travail, pour leur professionnalisme. Ces révélations qui disent que justement Nasser al-Jinn est en Espagne et a demandé l'asile montrent encore une fois l'échec justement de la stratégie de communication du pouvoir, d'une part, et de l'autre part, la conjugaison de cet événement avec un autre événement concernant le fait que l'ANP est abattu des terroristes, nous renseigne justement sur la nature de ce pouvoir à vouloir nous piéger dans ce débat d'arrière-garde. Voilà la situation. Et je remercie notre ami Lies Bailey qui a su justement contextualiser les deux événements dans leur contexte de piéger le débat national. Et Karim, maintenant que cette information, cette rumeur, enfin, est reprise un peu par Le Monde, par Jeune Afrique, par Le Confidentiel, par Al-Quds Arabi aujourd'hui, enfin, pas mal de titres quand même qui sont quand même des médias lourds un peu partout dans le monde. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à une réponse de la part d'Alger officiellement le soir, qui va nous sortir quelque chose, le khabar, du moins? Ça m'étonnerait qu'il y ait une communication de la part du pouvoir algérien, si ce n'est encore de nous donner encore une leçon de patriotisme pour nous tous qui manquons pas de patriotisme, parce que le pouvoir ne sait dire que ça, il ne sait dire que elle est de Kharijia, elle est de Kharijia, et de nous accuser de khamana, de traître, de Romala les Makhzen, Romala les Français, etc., etc. Dans la communication du pouvoir, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas d'indicateur
pouvant permettre de dire qu'ils feront une analyse objective de la situation, qui prend en compte justement l'intérêt de la nation et pas tout. Et que pourrait dire le pouvoir? Que pourrait dire Tebboune si ce n'est reconnaître sa faillite, son imposture? Il va le dire. Il va dire qu'il s'est enfui, il va dire qu'il ne s'est pas enfui, qu'il est là en Algérie, même s'il ne s'est pas enfui en réalité. En Algérie, il doit être emprisonné. C'est-à-dire ça rend sur une certaine décadence, sur un certain rythme de règlement de compte, qu'à chaque fois qu'une personnalité militaire est nommée à un poste très sensible, 6 mois après, il limite sa fonction, accusé de tous les maux, accusé de toutes les accusations, de d'enrichissement illicite, de corruption, etc., etc. Alors, dans le fond et dans la forme, c'est la suite de la même Aïssaba, tout en a fait partie justement d'une équipe gouvernementale de Bouteflika, de ce qu'ils appellent l'Aïssaba, et de ce que nous appelons tous l'Aïssaba, effectivement, et que Tebboune ne peut pas prétendre aujourd'hui ouvrir une nouvelle ère et prétendre construire le Jadida. C'est une contradiction, c'est une imposture. Alors, je ne pense pas que le pouvoir va communiquer sur cette question parce que ça serait communiquer réellement sur son propre échec, sur sa propre faillite, qui s'ajoute aux différentes faillites, qu'elles soient diplomatiques, qu'elles soient politiques, qu'elles soient sur le plan national ou sur le plan international. Son incapacité à engager un débat, un dialogue sérieux, un dialogue politique sérieux avec l'ensemble des forces politiques en Algérie, parce que je suis d'accord avec le militant et l'activiste M. Zerelouch qui dit qu'effectivement, il existe en Algérie des forces politiques, il existe en Algérie des personnalités politiques nationales pouvant être crédibles pour un dialogue sérieux, un dialogue politique sérieux, pouvant justement offrir à cette Algérie, une perspective politique capable d'ouvrir toutes les autres perspectives, qu'elles soient économiques, financières, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient sociales, etc. Ce pouvoir ne peut pas communiquer de la même façon qu'il ne peut pas communiquer avec le peuple algérien, avec la société algérienne, avec les différentes composantes algériennes, avec les différentes forces politiques algériennes, de la même façon qu'il est incapable de communiquer, de parler, d'engager un dialogue sérieux avec les personnalités politiques nationales, telles que Moulay Hamrouch par exemple, telles que Fodil Boumela, telles que Karim Tabou. Il y en a tellement que, justement, nous disons aujourd'hui, il est incapable, justement, de réussir une quelconque communication. Si ce n'est que de faire dans le déguisement, dans le mensonge, dans l'invective, dans l'accusation de traîtrise, etc. D'une part. De l'autre part, qu'est-ce qui se passe en Algérie? En Algérie, ça bouillonne. Le front social, il est en effet en violence. C'est essentiellement dû au verrouillage, et verrouillage dit emprisonnement, poursuite judiciaire, contrôle judiciaire, notamment du chef de file de l'un des syndicats autonomes les plus puissants d'Algérie, qui est le Knapest, avec l'emprisonnement d'autres syndicalistes et leur condamnation à des peines allant jusqu'à 5 années de prison. Voilà la seule communication dont le pouvoir excelle et il ne peut pas faire autre chose que de mettre des gens en prison. Aujourd'hui, s'il s'avère vrai qu'effectivement Nasrallah est en Espagne, ça ne ferait que confirmer qu'effectivement, il y a des tiraillements profonds au sein de l'appareil sécuritaire qui est aux commandes du pays. Ça n'est pas quelque chose de nouveau, il a été dénoncé par le passé par l'opposition réelle de l'Algérie, mais aujourd'hui, nous disons que il y a le feu à la maison, il n'y a qu'à voir aussi des autres formes de communication, des satellites du pouvoir. Même le FFS, à travers son secrétaire national Aouchiche, qui a soutenu Tebboune dans sa mascarade de la présidentielle anticipée, il crie au loup, il critique le pouvoir, il dit que ça ne va pas. Même Hamas, qui est aussi une organisation politique satellitaire du pouvoir, service du pouvoir, communiquer sur ça. Je pense que l'essentiel de la communication aujourd'hui se porte sur la crise profonde du régime et l'une des manifestations les plus visuelles de cette crise profonde de la fuite de Nasrallah. Karim Bouzid, sinon, pas loin de cette histoire d'ailleurs, six terroristes ont été donc abattus à TB5 dans une opération de l'armée.
des interrogations aussi par rapport à cette opération. C'est pas le fait qu'il y ait opération ou pas, mais le fait qu'il y ait des terroristes encore en 2025 a soulevé quand même des questionnements en Algérie. Ces questionnements sont liés d'abord, qui sont-ils? La réponse n'est pas donnée par les services de sécurité, par l'armée. D'une. Ouais. Deux, cette redondance, ce renouvellement de Irhabi Salim Nafsah chaque mercredi, chaque jeudi, je pense que le peuple algérien n'est pas dupe. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe dans le sérail, on lui fait ressortir ces histoires de terroristes qui sont rendus sans qu'il y ait une identification, sans qu'il y ait... Karim Bouzid, alors, pardon, excusez-moi, il y a d'autres questions aussi. Qui sont-ils et à quel groupe appartiennent-ils? Et qu'est-ce qui est... Est-ce qu'ils sont dans la continuité des terroristes de 90? C'est quoi? Les gens veulent comprendre. Je pense que, en réalité, le politiquement incorrect qui a fait du chemin se mue, on ne sait qui. Aujourd'hui, je pense qu'à chaque fois que le pouvoir est incapable justement d'avoir une mise complète sur le peuple algérien, il est incapable de proposer un projet national cohérent, c'est ce que j'ai l'habitude de dire, et il veut le piéger par des débats d'arrière-garde, par des situations liées au terrorisme pour justifier justement la même mise en présence militariste à la vitrine de toute opération, de toute activité. Il n'y a qu'à voir une rentrée scolaire qui est parrainée par une image dominée par la présence de militaires. À chaque fois que le pouvoir fait n'importe quelle réception, n'importe quelle activité, il n'y a que l'image des militaires qui est poussée à l'avant. Je pense qu'il va y avoir une crise profonde et que la question qui est importante, c'est que les Algériens, quand est-ce que les Algériens pourraient-ils prendre en main leur propre sort? Voilà la question. Autrement, revenant à ces terroristes, qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils revendiquent? À quelle organisation appartiennent-ils? Pourquoi ils sont là? Pourquoi ne sont-ils pas dans un autre lieu? Je pense que le timing est toujours calculé de la même façon. C'est la même chose qu'on fait revivre au peuple algérien. L'Algérien doit comprendre, analyser la situation avec beaucoup d'objectivité, avec beaucoup de prise de conscience qu'effectivement ce pouvoir ne changera jamais, qu'effectivement les forces vives doivent se regrouper, qu'il faut encourager justement une convergence nationale sans permettre au pouvoir de jouer sur nos différences, que les différences, elles sont surmontables. Des différences qui sont d'ordre idéologique, qui sont d'ordre politique, qui sont aggravées, sont exploitées par le pouvoir pour nous diviser, pour ne pas justement nous regrouper, pour ne pas construire une convergence nationale. Les questions aussi posées par les questionnements posés par M. Jbeili, ils sont de nature à nous faire comprendre qu'effectivement, le pouvoir se joue de nous, il se moque de nous, il veut nous piéger, il continue à nous piéger. Il est important de dire qu'il a réussi à le faire, que de grandes personnalités ayant une expérience extraordinaire dans le mouvement national, tel que M. Hossein Ahmed de Pierre Marabir, n'a pas pu justement engager l'ensemble des partenaires politiques dans une dynamique de convergence. À chaque fois que il arrive à arracher, à casser cette convergence. Merci Karim. Nous allons poser cette question tout de suite à Ilyes Jubaili. Alors, pourquoi on n'arrive pas justement à réaliser ou à aller dans ce sens? Et surtout que le régime aujourd'hui, il sait pertinemment que le fossé se creuse entre l'État et les Algériens. Ça saute aux yeux. Le pouvoir algérien a décidé ou a trouvé la méthode. Il y a un mode opératoire qui s'appelle le déni. Pour lui, le déni, au fait, de la situation est une tactique pour gagner du temps. Et une tactique à la fois pour gagner du temps et maîtriser la situation. Mais jusqu'à quand? C'est ça la question.
quand vous êtes dans un déni pour gagner le temps, la course contre la montre, et en même temps pour essayer de maîtriser la situation, c'est intenable. Sur le court terme, ok, mais sur le long terme, c'est pas possible. La fuite, si c'est avéré, la fuite de ce haut placé, ce général, si c'est vraiment, si on prend un cas de figure, s'il se trouve en Espagne, ça veut dire aussi quelque part, c'est une humiliation pour les services secrets algériens. C'est une grosse humiliation pour les services secrets algériens qui sont réputés par les services secrets, soi-disant, les plus puissants de la région. Un haut placé de cette ampleur prend la fuite, c'est une humiliation. Parce que s'il a pris la fuite, forcément, il aura des documents sensibles, forcément. Il ne va pas partir les poches vides. Troisièmement, ça c'est très très important, Nasser, si ce monsieur Nasser, ce général, ce patron de la direction générale de la sécurité intérieure, s'il a demandé l'asile en Espagne, pour un sanguinaire comme lui, pour un sanguinaire qui, quand même, il est accusé de crimes, qu'on le veuille ou non, durant les années 90, pour moi, c'est perçu comme une inversion de rôle. C'est vraiment cynique. C'est une inversion de rôle. Comment le bourreau d'hier, qu'on le veuille ou non, il est resté bourreau, comment demander de l'asile en Espagne, sachant qu'il était parmi les plus grands persécuteurs en Algérie durant les années 90. Quand même, ça c'est important. Ça veut dire que les rôles se sont inversés et c'est cynique. Maintenant, ça nous montre aussi l'ampleur des divisions au sein du commandement, parce que c'est l'armée qui gère, hein, on ne va pas refaire l'histoire. Donc ça veut dire qu'il y a des divisions au sein du pouvoir algérien, surtout du côté militaire. Maintenant, est-ce que jusqu'à quand, la question elle est là, jusqu'à quand inventer des scénarios, maîtriser, ne pas maîtriser ces situations, jusqu'à quand, jusqu'à ce qu'il y ait une explosion sociale finalement, et qu'à la fois il y aura une conjugaison de problèmes sociaux, de problèmes économiques et de problèmes politiques. Quand vous avez la conjugaison de ces trois problèmes, donc quand la crise multidimensionnelle, elle sera intenable avec une explosion sociale, je ne le souhaite pas, hein, mais là, ce sera trop tard. Donc, c'est eux qui seront responsables devant l'histoire. Parce que le peuple, il n'a rien demandé. Le peuple, il veut un changement par le biais du Hirak. Le peuple est sorti depuis 2019 pour demander l'alternance, pour demander la restitution de la souveraineté afin de construire son pays. Maintenant, ils sont dans les pansements, dans les soins palliatifs. On essaie un petit peu de tenir l'Algérie de cette manière, en dehors des institutions. Nos institutions, elles se trouvent prisonnières d'une guerre de clans. Et ces guerres de clans, ils sont ici gérés que leurs propres intérêts au détriment d'un peuple qui souffre davantage et qui souffre depuis des années et des années. Regardez le problème social, regardez le problème économique, regardez la rentrée scolaire qui n'a jamais été faite en temps et en heure. Toujours on a des rentrées scolaires retardées, le manque d'eau, le manque de fournitures, le pouvoir d'achat, la détérioration, la destruction du tissu social algérien. C'est tout ça, c'est ces mains terribles, qui veulent pas, comme on dit en arabe, dire il est temps de passer à autre chose, il est temps de construire le pays. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y a pas d'analyse à ça finalement. Moi je me demande, est-ce que c'est des gens normaux? Est-ce qu'ils ne sont pas frappés par une certaine psychopathie? Est-ce que le pouvoir rend aveugle à ce point-là? Merci. C'est le peuple qui paye. Voilà. Merci, Elias. Karim Bouzid, un dernier mot, Karim Bouzid, on arrive à la fin.
Je pense que le véritable conflit, le véritable camouflet pour ce pouvoir n'est pas la fuite de Nasser-Al-Din, c'est la fuite de toute cette jeunesse, tous ces haragas qui fuient l'Algérie vers d'autres pays. C'est ça le véritable camouflet. On parle de la fuite du général, on déplore la fuite des jeunes. Voilà le véritable camouflet. Le véritable débat ne doit pas se limiter aux symptômes, il doit porter sur la racine, l'absence de la démocratisation et de l'alternance sur le pouvoir en Algérie. Tant que le pays sera confisqué par un système autoritaire, militariste, sans alternance, sans transparence, les scandales, ils se répéteront. Toujours la démocratisation est la seule sortie de crise capable de garantir justement un futur meilleur pour les futures générations. Aujourd'hui, le débat doit être recentré sur la nécessité de construire une convergence politique citoyenne pour imposer un changement réel et en finir avec l'imposture de Tebboune. Merci Karim Bouzid, merci Lies Jubaili, merci à vous toutes et à tous. À demain.